conférencier de ce soir est Aldo Naouri, un pédiatre renommé, auteur non seulement d'articles dans des revues de médecine, des revues scientifiques, mais aussi de nombreux ouvrages destinés au grand public. Il a pratiqué la pédiatrie pendant 40 ans et sa pratique a été marquée par la psychanalyse. Il se préoccupe de l'enfant, mais aussi des relations intrafamiliales et de leur influence sur l'enfant. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de recevoir ce matin un message d'une collègue qui me demandait de le remercier pour ses livres qui l'ont beaucoup aidé pour l'éducation de ses 3 enfants. Donc, voilà, je te fais passer le message. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, Aldo parlera de l'importance cruciale de l'éducation précoce. Aldo, tu as la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier l'association des amis du laboratoire Arago et mes amis Albert et Marie-Josée Fert de l'invitation qu'ils m'ont faite de venir ici présenter cette conférence. Quand Albert m'a demandé de quoi je voulais parler, je lui ai dit de l'éducation précoce et de son importance. J'ai d'ailleurs intitulé ma conférence « L'importance cruciale de l'éducation précoce ». Ces termes méritent quelques précisions à propos de vocabulaire, justement. Nous avons un ministère qui s'appelle le ministère de l'Éducation nationale. Voilà bien un ministère qui porte très mal son nom. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que ce ministère n'a pas vocation à éduquer, il a vocation à instruire. D'ailleurs, quand il a été fondé pour la première fois en 1834, il s'appelait ministère de l'instruction publique. Et cette appellation est restée ainsi pendant un siècle. Et il est devenu le ministère de l'Éducation nationale en 1934, quand Édouard Herriot a essayé de mettre fin à la guerre entre le privé et le public. Et donc ce ministère de l'Éducation nationale a été donc là en 1934. Et sous Pétain, il a été débaptisé et il est redevenu le ministère de l'Instruction publique. Mais De Gaulle, à son arrivée, ne pouvait pas entériner une décision comme celle-là et a remis donc ministère de l'Éducation nationale. Quelle importance ça a? Ça a que, en tant que pédiatre, combien de fois, quand il m'arrivait d'intervenir auprès de parents pour leur dire que leur enfant se conduisait mal, ou il fallait faire quelque chose, leur petit enfant, j'entendais souvent dire « Oh ben vous savez, en septembre il rentre à l'école, tout cela va être réglé par l'école. » L'école ne règle pas. Il ne peut pas régler pour une simple et bonne raison, c'est que les enfants se fichent éperdument des principes éducatifs que l'école pourrait éventuellement donner. Vous verrez, je vais vous le montrer, que de toutes les façons, un enfant, s'il tentait qu'il accepte l'éducation, ne l'accepte que venant de sa mère. Et nous verrons, nous allons voir ensemble pourquoi c'est la mère qui est au charbon, en quelque sorte. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai parlé d'éducation précoce, pour la différencier de ce qui laisserait entendre le fait que nous ayons un ministère parlant d'éducation. L'éducation précoce, et vous m'entendrez éventuellement user d'un certain nombre de discours qui seront le médical et le biologique, je suis pédiatre, comme vous l'avez indiqué, mais aussi le neuroscientifique, l'anthropologie, parce que j'irai raconter des histoires sur notre espèce, l'historique, pour aller chercher le pourquoi nous avons absolument besoin de remettre en scène cette éducation précoce, et puis surtout le psychanalytique. Pourquoi le psychanalytique? Pour une raison simple, c'est que depuis Freud, nous savons qu'il existe un inconscient auquel nous n'avons pas accès et qui nous agit bien plus que nous croyons. C'est-à-dire que nous faisons des choses, nous ne savons pas pourquoi, mais la source est dans cet inconscient, et quand on cherche à éventuellement y remonter, c'est un travail de longue haleine. Et évidemment, cet inconscient qui est inaccessible au sujet a ses règles,
et le sujet est condamné à obéir à ses règles et aux lois, et à ses lois. C'est pour cela que je reprends les choses depuis le début, en essayant de vous faire comprendre ce que c'est qu'un nouveau-né. Un nouveau-né, c'est tout d'abord, et c'est très important de le souligner, c'est un être tout neuf. C'est un être extraordinairement neuf, et ayant précisément la solidité de tout ce qui est neuf. Vous savez, il faut être sur le terrain pour se rendre compte de l'importance de la chose. Quand par exemple un individu a une otite et qu'on est obligé d'évacuer le pus, on ouvre le tympan. Eh bien, chez un enfant de 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, le tympan reste ouvert pendant 3, 4, 5, 6 jours. Chez le nouveau-né, on est très embêté. Enfin, je veux dire, chez les tout petits, quand il y a une otite à 1 mois, ça existe, et qu'on ouvre le tympan, 24 heures après, le tympan est fermé. La cicatrisation se fait à une vitesse considérable. Et cet être neuf, cet être tout neuf, a bénéficié d'une gestation de 9 mois qui n'a pas été tout à fait neutre comme on pourrait le croire. Cette gestation de 9 mois l'a marqué d'une façon telle qu'en définitive, ça va mettre en place chez lui des éléments indélébiles. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pendant son développement, à partir de la 16e semaine, vont se développer les organes des sens. Le premier qui commence à se développer, c'est le sens olfactif, à partir de la 16e semaine. Puis après, ce sera l'oreille, et puis après, ce sera la manière de sentir, le goût, la manière de percevoir les mouvements, etc. C'est-à-dire que ces organes des sens qui se développent recueillent des sensations qui viennent toutes du corps de la mère et qui vont se déposer à l'intérieur du cerveau en construction dans la partie que l'on appelle le cerveau sensoriel, et ces éléments-là vont donc donner à l'enfant une banque de données avec laquelle il va naître, et cette banque de données lui vient entièrement du corps de sa mère. Si bien qu'il y a une communication d'une fiabilité et d'une acuité extraordinaire entre le tout petit et sa mère, et également entre la mère et le tout petit, la mère et son enfant. Et cette communication est tellement importante et tellement fiable qu'on pourrait la comparer à un processus radiophonique qu'on appelle la syntonisation. Ils sont directement en communication. Une mère devine son bébé et un bébé devine sa mère. Et un bébé est tellement dans la manière de deviner sa mère qu'elle représente pour lui l'être le plus important qui puisse exister. Je vous signale que le fait que la mère soit l'être le plus important qui puisse exister n'est pas seulement dévolu au tout petit. Il est dévolu à tout être humain, et ça reste comme ça à vérifier tout le temps, et jusqu'à la fin de sa vie, pour chacun, sa mère, c'est quand même l'individu le plus important qu'il ait eu. Même si éventuellement il y a un père, et on verra tout à l'heure ce qu'il en est du père. Donc, cet enfant, ce nouveau-né qui vient au monde, est bourré d'une énergie absolument considérable. Et cette énergie qui est considérable est mise au service de sa survie. Et elle est branchée directement sur le principe de plaisir, c'est-à-dire ce qui fait qu'il se sent bien. Et c'est très important parce que tout ce qui est déplaisir pour lui va être combattu pour n'avoir que du plaisir. Et cette énergie va s'exprimer de façon pulsionnelle. La façon pulsionnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est violent, incontrôlable, c'est quelque chose, des élans qui le traversent, contre lesquels il ne peut rien, et qu'il va mettre en œuvre. C'est très important à comprendre parce que c'est justement comme ça qu'il est né il y a 7 millions d'années, et ça n'a pas changé. Mais il faut savoir aussi que nous, les humains, nous n'avons pas beaucoup changé non plus depuis 7 millions d'années. Si nous regardons ce qu'il en est par rapport aux données de la paléontologie, nous nous rendons compte que nous avons vraiment très peu évolué. La seule chose qui soit remarquable, c'est au niveau de la denture. Nous n'avons plus besoin des 4 dents de sagesse qui nous posent problème. Mais pour le reste, nous sommes strictement identiques à nos ancêtres d'il y a 7 millions d'années. La meilleure preuve en est la suivante, c'est que, alors que nous dormons,
quand nous dormons. Aujourd'hui, nos hormones de stress sont à leur niveau le plus élevé, le cortisol, l'adrénaline, etc., etc. C'est-à-dire que nous sommes là comme si nous devions être absolument en pleine forme si nous étions assaillis. Ce qui marchait très bien il y a 7 millions d'années, c'est-à-dire quand il y avait des prédateurs qui risquaient de venir en plein sommeil prendre votre vie, il fallait que nous fussions en forme. Aujourd'hui, nous dormons dans des lieux protégés, mais notre hormonologie n'a pas changé. Donc ce tout petit, lui, qui est dans cet état de fait, va devoir entrer dans un monde dans lequel tout le protège, et cette énergie pulsionnelle qui lui était importante il y a 7 millions d'années, aujourd'hui est totalement nuisible. Et il va être donc présenté, on va lui présenter le monde, et il va devoir s'adapter à ce monde, et ça va être toute une affaire, et ça va être précisément l'affaire de l'éducation. C'est important de savoir que ce tout petit, tout neuf, a un potentiel tout à fait étonnant, phénoménal, et qu'en particulier, il dispose d'un cerveau dont la plasticité est tout à fait importante. Il faut vous dire une chose, je ne sais pas si vous savez ce que sont les synapses, ce sont des connexions entre cellules nerveuses, et ces synapses en question le tout petit en fabrique entre 0 et 3 ans, 3 milliards par seconde. C'est vous dire jusqu'à quel point ça se passe. C'est-à-dire que des circuits se fabriquent à une vitesse considérable et stupéfiante. Et tous ces circuits qui se fabriquent dans tous les sens. À partir du moment où quelque chose passe dans un circuit, tous les circuits qui étaient destinés à produire le même effet vont tous disparaître et ça va recommencer. Qu'est-ce que c'est qu'un neurone? Il faut quand même vous donner une idée de ce que c'est. Si on prend un neurone, si on prend une pièce de 4 mètres sur 4 en hauteur, en largeur, en longueur, il faut imaginer un neurone comme le volume d'une balle de tennis. La pièce va être absolument remplie par ce qu'on appelle des dendrites, c'est-à-dire des éléments qui partent du neurone et qui sont là pour recueillir des sensations ou alors pour s'associer avec d'autres en formant des synapses. Et ce neurone a un prolongement qui est beaucoup plus important, qui va être celui qui va transporter l'ensemble des informations et qu'on appelle un axone. Et cet axone en question, lui, mesure à ce moment-là, avec le volume d'une balle de tennis, 1 km de long. C'est vous dire comment se fabriquent comme ça les éléments. Et ces éléments, sur le plan économique, à l'intérieur de la boîte crânienne, sont tous, à la naissance, des éléments nus, comme on pourrait dire d'un fil électrique qu'il est nu. C'est à partir de la naissance que va se fabriquer quelque chose qu'on appelle la myéline, et qui est véritablement l'isolant, qui fait que le circuit ne va pas diffuser ni parasiter les autres circuits. La myéline pousse à partir de la naissance à la vitesse de 0,2 mm par jour. Et ça vous explique que les nerfs qui sont les plus courts et qui sont les plus vite myélinisés sont actifs très tôt. C'est-à-dire le tout petit va commencer par tenir sa tête avant de savoir marcher. Parce que les éléments qui vont innerver tous les muscles de la marche sont infiniment plus longs. Donc ce tout petit qui a donc un instrument cérébral d'une très grande plasticité est extraordinairement dépendant de sa mère, puisqu'elle a été celle qui l'a porté, celle dont il garde la trace dans le cerveau sous la forme d'une forme d'alphabet élémentaire avec lequel il peut lire le monde, et elle a vocation pour lui à dire oui à tout. C'est extrêmement important à retenir. Pendant la vie intra-utérine, s'il avait besoin de sucre, il en avait tout de suite. S'il avait besoin de matière grasse, il en avait tout de suite, de sels minéraux, etc., etc. La mère est là qui dit oui à tout. Et il va la vivre toute sa vie comme celle qui dit oui à tout. Quand elle va devenir éducatrice, évidemment,
c'est à partir de là que les choses vont tout à fait se mettre en place. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la mère et l'enfant? On peut très bien comprendre le fait sous la forme d'un module de communication dans lequel circule d'abord et avant tout l'amour. L'amour est une chose extrêmement importante. Et non seulement c'est extrêmement important, mais ça se manifeste d'une façon tout à fait singulière et qui est le point de départ pour ce qui se passera le reste de la vie, c'est qu'une mère, c'est complètement fou. C'est une folle. C'est une folle. Quand j'étais étudiant en médecine et que j'ai fait mon premier stage de pédiatrie, le patron s'était réservé le seul cours que nous avions sur le nouveau-né. Et il nous a dit, vous savez, un nouveau-né, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose parce qu'il souffre d'une définition, d'un manque de définition. Il était jusque-là, dans les services d'obstétrique, l'objet d'attention des obstétriciens qui n'y connaissaient rien. Mais les obstétriciens nous empêchaient de rentrer pour pouvoir éventuellement essayer d'étudier ce qu'il en était. Je vous parle de ça aux alentours des années 59, 58, 60. Eh bien, ce patron nous dit, en gros, tout ce que je peux vous dire sur le nouveau-né, c'est qu'il a un poids de naissance de telle moyenne, il est grand comme ça, il boit du lait par la bouche et il émet des selles qui ont une couleur d'œuf battu. Et puis voilà, et puis c'est tout ce que je peux vous dire. Mais au moment où il finit son cours, il dit « Non, je vais quand même vous dire quelque chose d'autre. Un nouveau-né, ça a une capacité singulière, c'est que ça rend sa mère, qui était une femme tout à fait sérieuse, ça la rend folle. » Et il dit « Vous allez vous en rendre compte un jour, puisque de toutes les façons, quand vous verrez une mère avec son nouveau-né, elle vous dira « Il me reconnaît. » Comme preuve de folie, on ne fait pas mieux. Et bien cette reconnaissance, elle a été prouvée de toutes sortes de manières. C'est-à-dire qu'on on est allé chercher ce qu'il en était cette reconnaissance, et mon Dieu, elle reposait précisément sur le fait qu'un bébé reconnaît sa mère pour une raison simple, c'est qu'il a été en elle et qu'il perçoit à partir de cet alphabet élémentaire ce qu'elle est. Vous savez, les yeux n'ont jamais fonctionné in utero, mais comme les aires sensorielles cérébrales sont toutes reliées entre elles, il suffit à un nouveau-né de 4 heures en présence de sa mère pour pouvoir la reconnaître sur photo. Ce que je vous racontais, je vous ai dit, c'est autour des années 60. 10 ans après, en 70, on avait fait la preuve de la reconnaissance de la mère par le bébé. Et donc, ça va mettre en place quelque chose d'une circulation entre bébé et mère, qui est une circulation qui est entièrement habitée par l'amour. L'amour au sens où le nouveau-né sait qu'il est issu de cette femme, il sait l'importance qu'elle a pour lui, il sait qu'elle dit oui à tout. Et elle sait ce qu'il en est de ce bébé, et donc sa folie, c'est pas seulement qu'elle va le reconnaître, c'est qu'elle va développer quelque chose d'exceptionnel, mais d'une importance cruciale à l'intérieur de la vie de chacun, c'est-à-dire qu'elle va développer un fantasme d'éternité pour son enfant. C'est-à-dire qu'elle va dire, c'est vrai que les humains meurent, c'est vrai que chacun de nous meurt, est appelé à mourir. Je vais mourir, mon partenaire va mourir, mes parents vont mourir, tout le monde meurt, mais pas mon bébé. Mon enfant, lui, ne mourra jamais. Et c'est extrêmement important, parce que ce fantasme d'éternité va impulser le bébé dans la capacité d'échanger son système pulsionnel contre précisément une forme de contrôle de ce système pulsionnel, c'est-à-dire que c'est exactement cela qui va permettre la mise en place de l'éducation. C'est-à-dire qu'il va réprimer ses pulsions, accepter la frustration pour obtenir toujours cet amour de la mère au nom de ce fantasme qu'elle a développé pour lui. Et ça, il faut le garder en mémoire parce que ça va expliquer quantité d'autres choses. Donc ce tout petit va être capable, au fur et à mesure qu'il grandit,
mettre en place des mécanismes destinés à obtenir l'amour de sa mère. C'est-à-dire que si tant est qu'éventuellement elle lui dit « c'est pas l'heure du biberon », alors qu'il a faim 2 heures avant, eh bien il va accepter d'attendre. Et si tant est qu'éventuellement elle lui donne, elle décide, c'est maintenant l'heure de dormir, tu vas faire dodo, elle le met dans son lit, il n'a pas sommeil, elle va rester près de lui, mais justement, au lieu de protester contre cela, il va fermer les yeux et il va s'endormir. Et il va se discipliner sur ce mode-là parce que, justement, il cherche en retour l'approbation et l'amour de sa mère. Donc la mère est donc une éducatrice, c'est elle qui est éducatrice, et c'est parce qu'il y a échange entre contrôle pulsionnel et amour que le tout petit va accepter d'être éduqué et d'accepter, et l'enfant, un peu plus tard, va accepter cette éducation. Et ça fait donc, c'est la mère qui est irremplaçable. Vous me direz, c'est quand même un peu scandaleux que vous mettiez la charge chez la mère. Pourquoi est-ce que le père ne pourrait pas faire la même chose? Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il n'y a aucune trace du père à l'intérieur du cerveau de l'enfant. Le père est un parfait étranger pour l'enfant. Le père n'est là que parce que la mère le désigne comme tel. Mais elle pourrait désigner n'importe qui. Ça n'a aucune espèce d'importance pour le tout petit. Lui, il est branché sur sa mère et seulement sur sa mère. D'une part. Et d'autre part, il faut une énergie phénoménale pour s'occuper d'un tout petit. Et cette énergie phénoménale, pardonnez-moi messieurs, mais les hommes ne l'ont pas. Pourquoi ne l'ont-ils pas? Vous allez me dire, mais c'est un discours, mais c'est pas possible, les féministes risquent de hurler à vous entendre. Oui, c'est vrai, sauf qu'on ne peut rien contre la biologie. Pourquoi? Bien tout simplement parce que nous, les humains, nous avons un système de fabrication d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine et qui est une hormone du bien-être. Quand nous avons un gradient d'ocytocine suffisant, nous nous sentons bien. Et qu'est-ce qui fait fabriquer l'ocytocine? Dans les deux sexes, c'est le rapport sexuel. Dans les deux sexes. Mais chez la femme, il y a autre chose qui est la vue de l'enfant. Autrement dit, quand une mère met au monde son enfant, on pourrait dire qu'elle n'a plus besoin de sexe, puisqu'elle a cet enfant qui la met au niveau majeur de l'ocytocine. Et c'est d'ailleurs un des éléments qui fait souvent difficulté dans les couples après la naissance. Vous voyez, donc, si vous voulez, il y a du côté de la mère, dans la relation à son enfant, un système de récompense qui se met en place et qui fait qu'elle peut dépenser de l'énergie et elle a quelque chose en retour. Alors, pour être éducatrice, une mère, c'est pas si simple pour elle parce que elle doit dire autre chose que du oui à tout, puisque de toute façon elle va poser des limites. C'est-à-dire, elle doit dire des pas oui et elle doit dire des non, N-O-N. Et ces noms en question vont entraîner chez le tout petit de la frustration. Nous savons ce que c'est que la frustration. Si j'ai envie de boire et que je ne peux pas boire, je suis frustré. Si j'ai envie de jouer et que je ne peux pas jouer, je suis frustré. Mais cette frustration fait que, de toutes les manières, les limites que pose la mère, en posant donc ces éléments, ce refus de dire oui, ces limites vont faire de la mère un contenant symbolique qui n'est ni plus ni moins que le prolongement du contenant qui était l'utérus pendant la gestation. Et ça met le tout petit dans une forme de continuité logique de sa condition d'enfant de cette mère. Mais le petit, qui est contenu ainsi et qui donc est éduqué avec les noms que lui donne, les refus que lui présente sa mère, si vous voulez, va développer un mécanisme consolateur qu'on appelle le fantasme. C'est-à-dire, disons qu'il a 2 ans et qu'il voulait éventuellement continuer de jouer avec
avec sa poupée, une petite fille avec sa poupée. Sa mère lui dit, non, c'est l'heure de la sieste. La petite fille va obéir parce que la mère lui a posé une limite, elle va se mettre à la sieste, et puis elle va fermer les yeux, et elle va imaginer qu'elle a sa poupée dans les mains. Vous voyez, c'est ça le fantasme. Nous avons tous, à l'âge adulte, justement, cette capacité de fantasmer. L'important dans l'histoire, c'est qu'à partir du moment où précisément il est question dans l'éducation de oui et de non, on va se poser la question de savoir, mais comment est-ce que le tout petit qui est habitué à ce que sa mère lui dise tout le temps oui, puisse accepter les non, N-O-N. Eh bien c'est simple, quand il a un pas oui ou quand il a un non, il se dit c'est pas maman. C'est pas maman. Mais qui est-ce qui, de qui vient le nom en question? Maman, elle transmet un nom qui vient sûrement d'ailleurs, parce qu'elle dit toujours oui à tout. Le nom, ça vient d'où ces noms? Ah, Eureka, j'ai trouvé. C'est ce salaud qui est là. C'est celui qui s'appelle Papa. Il porte bien son nom, ce salaud-là. Imaginons maintenant que Papa vient dire oui à l'enfant, n'est-ce pas? Est-ce que ça va arranger Papa? Est-ce que pour le petit, Papa, c'est quelqu'un qui dit oui? Pas du tout. Papa, il a dit oui parce que maman lui a dit de dire oui. Autrement dit, dans le conte, dans la tête du tout petit, c'est maman, c'est toujours du oui, et tout ce qui est non, c'est papa. Et là, on rentre dans quelque chose d'une grande confusion qui a traîné beaucoup ces dernières années, qui est que le père, c'est celui qui dit non. Mais non, c'est pas celui qui dit non. C'est celui qui est le support de tous les noms qu'entend l'enfant. Et il n'a pas besoin d'intervenir ou de dire non. Alors on a entendu de ces âneries du genre, le père c'est celui qui dit il faut aller dormir maintenant parce que ta mère c'est ma femme et que je veux... Il n'a rien à faire. Le père il n'a rien à faire. Il n'a pas à intervenir. De ce côté-là, il est très bien dans son coin, tout le travail se fait par la mère et c'est lui qui est là. Mais c'est pas aussi simple à comprendre. Et pourtant, on a un exemple extraordinaire dans la société courante, c'est que nous savons très très bien que dans les sociétés, il y a un PDG et un DG, président directeur général et le directeur général. L'important du président directeur général, c'est que c'est sur lui, c'est de lui que tout émane. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'intervenir. Le directeur général intervient, et aussi désagréable que puissent être ces décisions, il est protégé par le fait que c'est le directeur général, c'est le président directeur général qui en est l'origine. Nous avons des éléments de cet ordre également dans un président de la République et un Premier ministre. Quand les choses se déroulaient d'une façon moins télévisuelle, le président de la République orientait la politique, et c'était le Premier ministre qui était au charbon. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, on faisait sauter le Premier ministre. Mais le président de la République était toujours protégé. Mais avec le temps qui a passé et les mentalités qui ont changé, on a vu des présidents de la République intervenir à tout bout de champ. Et quand ils intervenaient beaucoup trop, eh ben, on s'en débarrassait en élisant un autre. Et c'est comme ça que les choses, donc, on voit que ce système n'est pas simplement un système qui intervient au niveau de l'éducation familiale, c'est un système qui intervient un peu partout, dans toutes les organisations où il faut un référent, sans que ce référent n'ait à faire quoi que ce soit. Eh bien, en faisant ce travail d'éducation, la mère va donc fabriquer ce qu'on appelle, en termes psychanalytiques, un névrosé. Alors, vous me direz que c'est quand même pas un bénéfice. Non. Non, ça n'est pas, ça pourrait ne pas être un bénéfice si le terme de névrosé était une maladie. Pas du tout. Quand on parle de névrosé, on parle de structure.
C'est-à-dire quelque chose qui consiste éventuellement à fabriquer chez l'enfant une manière de penser, une structure psychique qui ferait de lui un individu qui, ayant été frustré, est capable de comprendre que la frustration existe et qui est capable de laisser la place à l'autre, c'est-à-dire à son voisin, lequel ce voisin éventuellement a autant de droits que lui. Eh bien, c'est cet enfant qui donc réprime et sublime son système pulsionnel, s'accoutumant à la frustration, va accepter de n'être plus le centre du monde et va faire donc place à l'existence de l'autre qui a les mêmes droits que lui. C'est très important à comprendre quand on parle de structure. Pourquoi? Eh bien parce que c'est simple à imaginer sur le plan architectural. Une structure, c'est par exemple une maison construite avec un rez-de-chaussée à l'étage. Au rez-de-chaussée, on a mis un salon, une cuisine, des toilettes, et puis à l'étage, on a mis des chambres et des salles de bain. Eh bien, on peut comprendre ce que c'est que cette structure. En quoi cette structure névrosée peut donner une maladie? Elle peut donner une maladie dans la mesure, si vous voulez, où eh bien, on va habiter cette maison. J'ai hérité de meubles de mes grands-parents, je vais les mettre dans cette maison. J'ai hérité de... Toi aussi, tu as hérité des meubles de tes grands-parents. Eh bien, en tant qu'égalité, on va les mettre aussi dans cette maison. Et au bout d'un certain temps, on va avoir une maison dans laquelle il y aura tellement de meubles qu'on ne peut plus y circuler. Ça, c'est la névrose maladie. Mais la structure, elle est toujours là. Si jamais la mère n'est pas éducatrice et qu'elle se fait prêtresse de son enfant, c'est-à-dire une véritable vestale qui va céder à tous ses caprices, il va se passer quoi? Elle va le laisser croire qu'il a droit à tout. Et qu'elle va le priver du mécanisme de fantasme. Donc il ne sera pas névrosé, il n'y aura pas de structure névrotique, et elle fait de lui un candidat à ce que la psychanalyse appelle une perversion. C'est-à-dire le pervers est un individu qui n'a aucun lieu, qui n'a pas de mécanisme de fantasme, et donc qui va tout le temps essayer de trouver ce qui l'arrange. Ça a donné, si vous voulez, ces 40 dernières années, l'épidémie de ce qu'on appelle, si vous voulez, non seulement les enfants rois, mais les enfants tyrans. Vous voyez? Et tout cela avec toujours d'excellentes intentions. Je rédige une ordonnance pour l'enfant que je viens de voir, et la mère me dit, docteur, comment fait-on pour éteindre la télévision? S'il y a des télé, jusqu'à là dans la tête, celle-là. Je continue mon travail, on dit, bon, il n'y a pas de bouton. Et elle me dit, mais docteur, elle la rallume! Désespérée. Et comme à la manière dont elle dit elle la rallume, on pourrait imaginer que le elle, c'est une adolescente boutonneuse aux cheveux gras, effroyablement caractérielle, et qui va, en définitive, faire une crise si jamais on ne rallume pas la télévision. Le elle en question pèse 8 kg 250 et a 18 mois. Et je lui dis, mais vous la prenez, vous la mettez dans sa chambre, pourquoi vous dites une chose ou chose? Oui, mais docteur, est-ce que ça ne va pas la traumatiser? Traumatiser étant le terme technique qui rentrait dans le langage courant le plus fréquemment, de façon tout à fait régulière. Alors, maintenant, si vous voulez, cet enfant intenable, cet enfant non éduqué, ne va pas pouvoir être évolué. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on appellerait mal élevé, l'éducation étant une manière d'élever l'enfant au sens ascensionnel, c'est-à-dire de le faire partir de sa condition basique à même le seul, à quelque chose qui va pouvoir faire de lui un être social, cet enfant mal élevé va le rester sa vie durant. Et ça ne va pas être si simple, ça ne fera pas de lui un être social. Alors, tout cela se complique en plus au fil du temps et du développement du tout petit. Parce qu'il va se passer quelque chose de phénoménal et d'extraordinairement important à comprendre, c'est que aux alentours du 10e mois, le tout petit va s'apercevoir qu'il n'est pas ce qu'il croyait être,
c'est-à-dire il croyait être un morceau de sa mère, il va s'apercevoir qu'il est lui, totalement coupé de sa mère. Et comme il est coupé de sa mère, il va être effrayé, d'une part, il va être heureux d'être lui, de découvrir qu'il est lui-même, mais en même temps, il va être effrayé parce que il sait aussi qu'il est handicapé, qu'il n'a pas les moyens de pouvoir se débrouiller tout seul, et qu'il dépend infiniment de cette mère. Et à partir de ce moment-là, va se jouer une véritable forme de tragédie pour lui. Pourquoi? Et toutes les mères vous diront que avant 10 mois, on pouvait le laisser 3 heures dans sa chambre sans aucun espèce de problème, mais à partir de 10 mois, il est là constamment à vouloir être à côté. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que pour lui, qui attend toujours d'être secouru par sa mère puisqu'il est handicapé, la mère va produire des ratages. C'est-à-dire qu'il s'est tourné dans son lit, il a coincé son bras, il ne sait plus comment faire, il souffre, il appelle sa mère, il crie, elle ne vient pas. Elle ne vient pas, elle ne vient pas. Il a beau crier, chaque fraction de seconde dure un siècle pour lui, elle ne vient pas. Ben, elle était sous la douche. D'accord? Le temps qu'elle arrive et qu'elle le console, lui, il a souffert le martyre. Une autre fois, elle sera descendue chercher le courrier. Et ça va être la même chose. Et on va avoir comme ça constamment des ratages. Or, au terme d'un certain nombre de ratages absolument inévitables, le tout petit va tirer une conclusion dans sa tête, c'est ma mère peut me faire vivre, mais elle peut aussi ne pas me faire vivre. C'est-à-dire qu'elle a la capacité de me laisser mourir. Ma mère peut me faire vivre comme me tuer. Ma mère est toute puissante. Elle est tellement toute puissante qu'elle en devient effrayante. Et que le bébé soit un garçon ou une fille, sa mère devient un personnage effrayant. Et contre cette toute-puissance, il va prendre une décision, il va développer sa propre toute-puissance pour la mettre elle-même en échec. Et ça va faire quoi? Ça va faire la période des caprices, et cette période de caprice va prendre toutes sortes d'allures. Vous voyez, il est sur sa chaise haute, sa mère lui donne à manger, il prend la cuillère, il la jette par terre. Sa mère a lu quelque part qu'il explore l'espace. Elle lui rapporte sa cuillère. Il la rejette une deuxième fois. Et bien, décidément, il a besoin d'explorer l'espace. Et il va la rejeter comme ça 20 fois. Et 20 fois, elle dira, bon, je ramassera. Eh bien, ces caprices-là vont, pour lui, montrer à la mère qu'il ne va pas se laisser faire. Le must du must n'étant pas de jeter la cuillère par terre, le must du must, ça va être l'endormissement. On a tiré la musiquette, on a tout fait ce qu'il fallait, etc. On met même la petite loupiote parce qu'il paraît qu'il aurait peur du noir. Bon, est-ce qu'on va chercher ça? J'en sais rien. Bon. Et puis on lui dit, bon, mon chéri, bonne nuit, mon chéri, dors bien, fais un beau dodo, on se voit demain matin. Lui, il dit rien. Il la laisse aller. Elle ouvre la porte, il dit toujours rien. Elle tire la porte, il dit ouah! Et ça peut se faire 20 fois. Et voilà comment il la torture. Et ça va être constamment comme ça. Je veux dire, la quantité de consultations pour les troubles du sommeil. J'étais un spécialiste des troubles du sommeil. On finissait par dire de moi, quand il y avait quelqu'un qui avait un trouble du sommeil, il dit prends rendez-vous chez Naouri. En général, dès que tu as pris rendez-vous, ton gamin dort. Mais tout simplement parce que les recettes passaient de bouche à oreille, puisque je disais en définitive, bon ben très bien, il a hurlé une première fois, vous y allez, vous lui dites tout va très bien mon chéri, si tu as envie de pleurer, ben pleure, mais moi je ne reviendrai plus. Et dès que ça se passe comme ça marche très bien. Bon. Mais effectivement, ça fait partie des systèmes d'éducation. Et c'est là où nous avons les deux différences, c'est-à-dire que si la mère est une éducatrice, le tout petit qui a donc cette angoisse de mourir, va petit à petit corriger son scénario de départ et va tranquillement prendre
conscience de la réalité. Mais si jamais sa mère n'est pas une éducatrice, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester dans ce scénario effroyable, et ce petit enfant qui donc n'aura pas été structuré va développer une angoisse tellement importante qu'elle le poursuivra sa vie entière. Voilà, en principe, à la fin de la 4e année, tout cela change et on va aboutir à ce qu'on appelle l'Édipe. Qu'est-ce que c'est que l'Édipe? Tout le monde en a entendu parler, c'est le petit garçon aime sa maman, la petite fille aime son papa. C'est pas du tout comme ça que les choses se passent. En fait, si vous voulez, l'Édipe, c'est effectivement ce gamin qui a corrigé son scénario, va se trouver, va dire, tiens, je pourrais me débarrasser de toutes mes angoisses. Il va suffire que je dise à ma maman que je l'aime, et puis que je me marierai plus tard avec elle, ben, elle va m'attendre, hein. Bon, et puis je vais pouvoir, comme ça, au moins, elle attendra, et pendant qu'elle m'attendra, elle n'aura pas d'intention nocive à mon endroit, je pourrai survivre. D'accord? Voilà, le type, il est destiné à faire en sorte que le tout petit puisse se débarrasser du caractère effrayant de sa mère, quand il est un garçon. Le malheur, c'est que, quand elle est une fille, c'est pas si simple. Parce qu'elle ne peut pas se marier avec sa mère. Hein? Alors, comment est-ce qu'elle va se passer? Comment ça va se passer? Ben là, remarquez que précisément, ce salaud qui disait tout le temps non, d'où venaient tous les noms, papa, il a l'air d'être en bon terme avec maman. Eh bien, si jamais je me débrouillais pour faire en sorte qu'il soit de mon côté, il me protégera de maman. Donc, je vais faire la cour à papa. Donc, je vais gagner papa à ma cause. Et ce système est tellement classique que dans pratiquement toutes les sociétés jusqu'à une période récente, quand un homme voulait prendre femme, il demandait sa main à son père. Et le père lui accordait la main avec un message implicite qui est « Maintenant, c'est toi qui prends le relais pour protéger cette fille de sa mère. » D'accord? Moyennant quoi, il s'illusionne, parce que de toutes les façons, les stratégies des belles-mères de gendre sont extraordinairement habiles pour contourner le tout. Donc, entendu que le lien mère-fille est un lien extraordinaire aussi. Alors, ces explications permettent de comprendre que l'enfant, donc, dans ses 4 premières années bien éduqué, va rentrer dans le monde social dont il acceptera les lois. Et ce qui lui permettra, si vous voulez, de sublimer son énergie pulsionnelle, le terme de sublimation a été emprunté à la chimie, en acceptant de produire de l'effort et en mettant, si vous voulez, cet effort au service de ses acquisitions. Et surtout, de traverser l'adolescence sans le moindre problème. Or aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, que l'adolescent est un marché, que l'adolescent pose d'énormes problèmes, que l'adolescent fait qu'il y a même des services hospitaliers entiers qui lui sont consacrés, qu'il y a toute une quantité de choses qui sont faites. Pourquoi? Parce que, justement, les adolescents d'aujourd'hui n'ont pas été éduqués de cette façon-là. Ils ont été éduqués avec quantité d'erreurs qui ont été toutes trimballées par quoi? Ben, par notre environnement. Lequel environnement, sans vouloir être paranoïaque, n'est pas tout à fait innocent. Pourquoi est-ce que cette éducation précoce traditionnelle a été abandonnée? Eh bien, tout simplement parce que les nouvelles formes de famille ont été prises en charge par le marché. Et le marché n'a pas intérêt à ce que les enfants soient éduqués, n'a pas intérêt à ce qu'il puisse éventuellement y avoir quelque chose de structuré. Pourquoi? Parce que, tout simplement, moins on est structuré, plus on consomme. Et comme le marché n'a besoin que de consommateurs, tout va marcher là-dedans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que, par exemple, les nouvelles formes de famille ont été prises en charge par le marché et que les budgets sont considérables. Aux États-Unis, les nouvelles formes de famille, c'est un budget de 3,3 milliards de dollars. En Europe, c'est près de 4 milliards d'euros, dont près d'1 milliard en France. Donc c'est juteux tout cela. Plus on y va, plus on fait de choses, mieux ça vaut. Quand j'ai ouvert mon cabinet en 1966,
il y avait 3 orthophonistes à Paris. Aujourd'hui, mon cabinet était dans le 13e, aujourd'hui, dans le seul 13e, il y a 50 orthophonistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, précisément, s'ils ont des clients, c'est qu'il y a des enfants qui parlent de moins en moins bien, qui écrivent de moins en moins bien, etc., etc. Or, tout cela est lié constamment à l'éducation. Donc, cette éducation précoce est strictement irremplaçable. Pourquoi je m'y suis intéressé de façon importante? Je veux dire que je n'avais pas de problème à l'intérieur de ma clientèle avec les bébés que je suivais et les familles que je suivais. Tout ce monde-là marchait très bien, toute l'éducation précoce fonctionnait parfaitement. Mais pourquoi est-ce que je m'y suis intéressé à ce point-là? Tout simplement parce que cette éducation précoce a été trouvée empiriquement par l'évolution des sociétés, des civilisations. Mais que, en fouillant et en l'examinant de près, je me suis rendu compte que sur le plan scientifique, elle était tout à fait fondée. Sauf que, elle n'était plus du tout conforme à ce qu'on pouvait éventuellement. Donc, parce que le marché aura voulu, c'est-à-dire faire en sorte que précisément, c'est un obstacle à l'énorme consommation qu'on peut mettre en place. Donc, si vous voulez, c'est l'abandon de cette éducation et je dirais qu'il est de l'ordre de l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on cherche toujours les bénéfices immédiats sans se rendre compte de ce qu'il doit y avoir beaucoup plus tard, de ce que ça va devenir. Alors, maintenant, revenons toujours donc à cet artisan d'éducation qui est la mère. Et j'ai dit que c'est à elle qu'elle conduit l'éducation. C'est quand même pas si simple pour elle. Pourquoi? Parce que sa propension naturelle, si vous voulez, elle tournerait le dos à cette éducation. Il faut bien comprendre que le poids de l'environnement social intervient pour contrarier sa propension naturelle. Entre la mère et son enfant, je vous disais tout à l'heure, il y a ce fantasme d'éternité, mais il y a également une propension incestueuse. C'est-à-dire une propension à vouloir que son enfant ne manque de rien. De quelqu'un qui ne manque de rien, le latin dit qu'il est incestus. Le in privatif, cestus étant le supin du verbe careo, je manque. D'accord? Donc c'est quelqu'un de non manquant. Eh bien, pourquoi est-ce qu'elle est dans cette propension-là? Tout simplement parce qu'au moment où l'humanité a mis en place la loi princesse, sa loi d'importance qui est la loi d'espèce, qui est la loi d'interdit d'inceste, ça s'est passé comment? Ça s'est passé par le fait que les humains étaient évolués par horde. Et dans cette horde, il y avait un chef qui était particulièrement violent, crucial et intolérant, et qui se gardait l'usage de toutes les femelles du groupe. Il n'y avait que lui qui y avait accès. Les hommes qui étaient frustrés sexuellement allaient chercher dans des autres ordres des femmes à capturer pour pouvoir éventuellement les consommer. Eh bien, ça entraînait des morts. Un jour, les hordes se sont réunis et ont décidé de mettre fin à cette hécatombe et ont donc décidé de procéder à l'échange des femmes, puisque ce sont les femmes qui sont là, en quelque sorte, comme objet d'attraction des hommes. Eh bien, ces femmes n'ont pas été consultées, d'une part, et d'autre part, elles n'ont jamais tout à fait adhéré à l'esprit de la loi, puisque l'esprit de la loi, c'est ce qui est proche doit être éloigné. Eh bien, une mère avec son bébé n'a absolument pas envie que ce bébé soit éloigné d'elle. Donc, si vous voulez, quand je vous dis ce genre de choses, je ne dis pas que c'est intentionnel ou que c'est conscient. Non, c'est au niveau de l'inconscient que les choses se passent ainsi. Alors, en plus, si vous voulez, c'est pas simple pour elle parce que quand elle devient mère, elle revêt ce signifiant en mère.
c'est pas si simple, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était avec sa mère dans une difficulté très grande, puisque elle ne peut pas l'épouser, elle va donc faire séduire le père, mais dès qu'elle a séduit le père, elle se rend compte qu'elle a fait deux bêtises. La première, c'est qu'elle a abandonné sa mère comme objet principal d'amour, et en second lieu, elle drague le mec de sa mère. Donc elle s'écrase d'un seul coup, et elle essaye de ne pas faire de vagues. Et tous les parents qui ont élevé d'un côté des filles et de l'autre côté des garçons vous diront que c'est beaucoup plus facile avec les filles. Effectivement, puisqu'elles ne cherchent pas à attirer l'attention. Et là, elle devient mère. C'est un peu comme si, véritablement, elle avait fait un crime de lèse-majesté. Mais c'est compensé par le fait que, précisément, elle va chercher du côté de sa mère quelque chose de l'ordre d'un passage de relais. Et c'est extrêmement important qu'une femme qui met au monde un enfant puisse avoir sa mère près d'elle. Et je peux vous dire, en tant que pédiatre, combien de fois j'ai eu à intervenir pour essayer de trouver des moyens chez des femmes qui précisément n'avaient pas de mère, ou leur mère était ailleurs, ou leur mère était très loin, etc., pour pouvoir faire en sorte qu'un relais de cet ordre puisse se mettre en place. Alors, je vous ai parlé déjà du fantasme d'éternité, je le cite aussi pour vous parler de son. Mais alors, le père, on n'en a pas eu, j'en ai pas encore parlé, je vous ai simplement dit que c'était un étranger et que c'était celui sur lequel précipitaient tous les noms en question que l'enfant existait. Il est soumis à la loi de l'espèce, la loi d'interdit de l'inceste, il en est le dépositaire et le garant, en principe. Et il occupe donc, comme je vous ai dit, la position d'auteur de tous les paouis et de tous les noms. Et surtout, il est intéressé au premier chef, et c'est ça qui fait probablement son importance, et qui est la position la plus remarquable qu'il puisse éventuellement avoir, c'est qu'il est l'homme de la mère. C'est-à-dire que, en gros, un père fonctionne très bien dès lors qu'il fait en sorte de rappeler à la mère de l'enfant qu'elle est une femme. Parce qu'autrement, il la laisse sombrer dans le gouffre de la maternité en entraînant son enfant avec elle. J'ai été interviewé un jour par un journaliste qui me dit mon lectorat n'est pas très malin, mais il me demande de vous demander comment faire pour être un bon père sa vie durant, un bon père de ses enfants. Je dis, écoutez, prenez sous votre dictée, c'est très simple, je vais vous donner la recette. Vous allez voir, c'est d'une simplicité biblique. Si vous voulez, virgule, votre vie entière, virgule, être un excellent père de vos enfants, virgule, faites en sorte que, virgule, votre vie entière, virgule, la mère de vos enfants soit éperdument amoureuse de vous. C'est tout simple, n'est-ce pas? Sauf que la mise en œuvre n'est pas si simple que ça. Mais il ne faut pas croire que pour autant je puisse éventuellement aller à l'encontre de l'équilibre du couple, bien au contraire. Pourquoi? Parce que ce que je demande à un homme en disant cela, je lui dis, il faut que votre femme soit amoureuse de vous. Démerdez-vous pour qu'elle soit amoureuse de vous. Le simple fait de chercher l'amour de votre femme va vous faire progresser dans l'existence, puisque de toutes les manières, vous serez en train d'essayer de faire en sorte qu'elle vous admire. L'admiration étant le vestibule de l'amour. Donc, si vous voulez, la recherche de l'amour de votre femme va vous faire progresser dans l'existence. Elle va être celle pour laquelle vous ferez des choses, et elle n'aura pas à se plaindre de cela chose, puisqu'elle en est bénéficiaire. Mais un psychanalyste qui était un de mes enseignants quand j'étais très jeune pédiatre nous expliquait, on mettait du temps d'ailleurs à comprendre, il disait la santé des enfants, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, se fabrique dans le lit des parents. Et pour ma part, j'avais adapté ça en tant que pédiatre, quand je suivais les familles, en disant un enfant, ça ne cesse pas de se faire. Vous voyez, c'est pas parce qu'il a été fait qu'on cesse de le faire. Et ça, de ce côté-là, c'est une importance absolument cruciale.
Alors, la gestion de cet ensemble relationnel entre parents et enfants, elle est rendue complexe par l'intervention de l'environnement social. Par exemple, le droit familial a évolué, mais il a évolué en ignorant tout ce qui se passait au niveau psychique. C'est-à-dire que ça a une histoire, je me rends compte en regardant mes fiches que je vais vous retenir encore un peu parce qu'il y a presque une heure qui est passée, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, c'est beaucoup trop important. En 1960, le doyen Carbonnier a décidé qu'il fallait impérativement revoir le droit familial. D'ailleurs, effectivement, on avait sacrément besoin. Jusqu'à cette époque-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans la permission de son père ou de son mari. Remarquez aussi, elle n'a eu le droit de vote qu'en 1947. Ça aussi, c'était vraiment très arriéré. Eh bien, il fallait réviser ce droit familial et le doyen Carbonnier a commencé par dire qu'il était fondamental de supprimer la notion de chef de famille. Et il a exposé son projet à De Gaulle qui a dit non, pas question de supprimer la notion de chef de famille. Alors on a mis ça au placard et on l'a attendu. On a repris le chantier après la mort de De Gaulle. Et on a décidé qu'on allait supprimer la notion de chef de famille à l'intérieur des familles et on allait simplement faire quelque chose qui rendait les deux parents aussi responsables sur le plan civil de leurs enfants. Et on a trouvé une solution qui était d'une extraordinaire intelligence. C'est que, sur le plan sociétal, on a donné au père le droit d'être chef de famille pour un seul point. C'est la résidence de la famille. C'est-à-dire, probablement, l'élément le plus anodin qui soit, parce que vous savez bien que vous n'imaginez pas quand même qu'un homme va venir dire à sa femme Bobonne, fais les valises, on déménage demain à Marseille. Ça ne se fait pas comme ça. D'accord? Alors donc, on s'est dit qu'en donnant ce petit fétu de paille qui était chef de famille pour la résidence de la famille, on apportait un contrepoids à l'énorme avantage que donne la gestation à la mère. Et c'était, personnellement, je considère que c'était extrêmement intelligent. Sauf que ça n'a pas été... ça a été 2 ans après, ça a été complètement mis à la poubelle pour une raison simple, c'est que Giscard d'Estaing, ministre de l'économie de Pompidou, avait décidé de renvoyer, pour résorber le chômage, avait décidé de renvoyer les ouvriers algériens en Algérie, moyennant une prime qui à l'époque était de 40 000 francs. Et on s'est aperçu qu'il y avait 5800 et quelques enfants qui risquaient de partir en Algérie sans autre forme de procès. Donc une nuit à l'Assemblée, on a supprimé cela et on a mis en place la coparenté. Et cette coparenté constitue aujourd'hui le couple parental le plus inégalitaire qui ait jamais existé, puisque rien ne compense l'énorme avantage que donne la gestation. Bon, indépendamment de ce fait, si vous voulez, il y a aussi l'impact des idéologies. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a commencé par sacraliser l'enfant en le mettant au sommet de la pyramide familiale, tout devait être fait pour lui. Et puis, tout cela ayant été là, ça a ouvert la voie à sa marchandisation. Je veux dire que vous savez qu'aujourd'hui, il y a quantité de formes de famille. Déjà, les choses ont commencé dès les années 80. En 1979, les chiffres pour ça que j'ai retenu, il y avait en France 79 000 mères célibataires. En 2003, il y en avait 2 350 000. Et là, vous savez, on a fait des chansons, on a fait toutes sortes de choses, qui étaient, en définitive, pourquoi s'encombrer d'un homme quand précisément on peut avoir un enfant toute seule et qu'on travaille et qu'on est totalement autonome. Et il y a eu, ça c'est la première des figures, et puis ensuite il y a eu évidemment tout le reste, c'est-à-dire l'adoption des enfants par les homosexuels, la gestation pour autres, et tout ce qui aujourd'hui est en chantier pour savoir comment faire. Eh bien, ça, si vous voulez, c'est la conséquence de l'option individualiste de nos sociétés occidentales. Et alors qu'auparavant, les familles étaient destinées par l'éducation et par les soins
à faire en sorte de créer un individu. À partir de, il y a environ une cinquantaine d'années, l'individu a été mis au premier plan, à telle enseigne que même les familles sont individualisables aujourd'hui. Et le choix qu'elles peuvent éventuellement faire, ça diffuse de façon considérable. Je vous donnais tout à l'heure l'argent, ce que ça coûtait comme argent. Alors, et puis encore, par-dessus tout cela, si vous voulez, il y a l'importance de l'histoire de la mère. Donc une mère, je vous disais tout à l'heure avec sa mère, etc. Tout cela va faire en sorte que la mère va donner une injonction inconsciente à son enfant, et lequel va accepter cette injonction et va faire, en gros, ne vous faites pas d'illusions, tout ce que vous êtes, chacun de vous, il n'est plus moins que le résultat d'une injonction que vous a donnée votre mère. Tous autant que nous sommes. Hein. Je veux dire qu'il n'y a aucune exception possible. Et ça, on s'en aperçoit à partir du moment où on va sur un divan, on sait que je suis pédiatre parce que ma mère m'a dit qu'il fallait que je sois pédiatre. Et voilà, et puis voilà. Et mon ami Albert Fert est prix Nobel, parce que sa mère voulait qu'il fût prix Nobel. Mais tout ça, si vous voulez, est absolument, absolument impossible à détecter. Ça se passe comme ça à travers quantité de choses. Voilà. Et puis justement, vous me direz, mais pourquoi dites-vous l'histoire de la mère? Pour une raison simple, c'est que, compte tenu de ce que je vous ai décrit tout à l'heure sous la forme d'une communication extrêmement intense, l'histoire de la mère passe ne serait-ce que par sa gestuelle. Ça passe très vite, très très vite, très facilement. Tandis que l'histoire du père, elle, a besoin d'être relayée par la mère. La mère fait filtre. Elle fait filtre parce que, depuis toujours, ça a été comme ça. Et fort heureusement, nous sommes encore, au niveau de l'évolution, nous sommes encore très proches, justement, de nos ancêtres les plus sauvages. Il faut bien comprendre que si jamais on réduit ou on transforme l'histoire de l'humanité, les 7 millions d'existence de l'humanité en 24 heures, il n'y a du père que depuis 3 minutes. Vous voyez, pour vous donner une échelle. Sur ces 24 heures, par exemple, l'ère chrétienne ne ferait que les 22 dernières secondes. Eh bien, il y a du père seulement depuis 3 minutes. Et auparavant, il n'y avait pas de père, il y avait des géniteurs. Mais le géniteur se foutait éperdument de ce qu'il avait à faire. Et quand un enfant était là et qu'il risquait de compromettre la relation sexuelle qu'il voulait avoir à la mère, il le fracassait contre un arbre. Donc, si vous voulez, les mères ont développé vis-à-vis des pères une sorte de défiance, si bien que, précisément, elles se sont fait filtre. La chose est très étrange. Très étrange, c'est que il y aurait beaucoup à dire sur l'histoire des pères, mais la chose très étrange, c'est qu'on a remarqué en 1984 que les biologistes ont démontré que le placenta et le cordon ombilical sont sous la dépendance de gènes portés par le seul spermatozoïde. Les mêmes gènes existent dans l'ovule, mais ils sont méthylés, c'est-à-dire qu'ils sont non fonctionnels. Si jamais ils n'étaient pas méthylés, quand ils ne sont pas méthylés, ça donne des grossesses monstrueuses et des cancers de grossesse. Donc, on est là dans quelque chose où on a le sentiment que la nature a prévu l'importance de ce tiers. C'est-à-dire que ce placenta et ce cordon ombilical, il faut bien comprendre ce que c'est. Le placenta, c'est un filtre. C'est quelque chose qui permet précisément à la mère et à l'enfant de ne pas s'entretuer. C'est ce qui permet au corps de la mère de supporter le corps étranger qu'est l'enfant, et ce qui permet à l'enfant de ne pas être agressé par, au niveau immunologique, les réactions de la mère. Donc, on a le sentiment que, même sur le plan biologique, ce tiers, dont je disais tout à l'heure qu'il était important qu'il fût là, parce que c'est ce qui permet aux enfants d'être bien, d'être équilibré, d'être ce qu'on veut, ce père-là, on a l'impression que même au niveau biologique, il avait déjà été prévu. Alors, quand je vous dis donc que d'un côté, il y a l'histoire de la mère qui se transmet à l'enfant, de façon beaucoup plus facile, l'histoire du père étant médiée par la mère, vous imaginez bien qu'au sein du couple, ça fait des histoires, c'est-à-dire que ça fragilise le couple. Et le couple, et quand un enfant vient,
il est effectivement le réparateur pour chacun des parents de son histoire, mais il a ce potentiel séparateur. Alors, tout ce que je vais vous dire, je vais le faire, je vais vous le résumer en 3 schémas. Voilà, le schéma classique que le dit Pierre qu'on a tous en tête, on dit bon, c'est un triangle mère, père, enfant. Et ben, ce schéma, il est totalement faux. Il faut s'en débarrasser. Pardon. Bon. Voilà, il faut totalement s'en débarrasser. C'est totalement erroné. Comment les choses se passent? Elles se passent comme ça. Il y a une relation entre la mère et le père. Il y a une relation extrêmement forte et de notre ordre entre la mère et l'enfant, à cause de la gestation et de ce qui se poursuit après. Et il n'y a pas de relation directe entre le père et l'enfant. La relation qui va s'établir va être une relation affective, mais si jamais un message du père doit transiter vers l'enfant, il faut qu'il passe par la mère qui le filtre. Et pour finir ce dernier schéma que j'aime beaucoup, voilà comment dans l'inconscient les choses se passent. Ils sont deux, ils s'aiment. Lui ne pense qu'à sa satisfaction sexuelle, elle ne pense qu'à l'enfant qu'elle va avoir. Je vais dire que c'est un peu brut de décoffrage, et que ça mérite une petite éclaircissement. Rappelez-vous ce que je vous ai dit du fantasme d'éternité. D'accord? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Qu'est-ce que c'est que la rencontre amoureuse? La rencontre amoureuse, c'est trouver un être qui prend le relais de ce fantasme d'éternité. Vous savez, je l'aime parce qu'il est lui, parce que, etc. Mais je l'aime surtout parce que, avec ce partenaire, que ce soit une femme pour un homme ou un homme pour une femme, il y a quelque chose qui vient relayer le fantasme d'éternité que ma mère a développé pour moi à ma naissance. Il y a un relais, je vais pouvoir continuer. Et il est celui ou celle qui va me faire vivre. Quand on est deux, ce qui se passe, c'est que l'homme, lui, il veut retrouver ce fantasme d'éternité chez une femme qui n'est pas sans lui rappeler sa mère. Mais la femme, elle, avec ce fantasme d'éternité, a le sentiment qu'il lui faut absolument le transmettre, c'est-à-dire produire cet effet que sa mère a produit et que toutes les mères produisent. C'est pour cela que dans la tête des deux individus, ce qu'il y a, ça n'est pas la même chose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maintenant, Donc, je pense et j'espère que je vous ai suffisamment bousculé pour que vous ayez des questions à poser. Donc, la première personne qui pose la première question, parce qu'après ça vient tout seul. oui. Qui pose la première question? Oui, allez-y. Qu'en est-il de la relation de l'enfant adopté avec la mère adoptive? Oui, c'est strictement la même chose. Strictement la même chose. C'est exactement comme avec une mère gestante. Il n'y a pas de différence dans la relation d'adoption et dans la relation d'adoption. Pourquoi? Tout simplement parce que, quand tout à l'heure je vous disais que les sensations qui sont recueillies pendant la vie intra-utérine et qui fait que le bébé reconnaît sa mère. D'accord? Toutes ces sensations, si vous voulez, on peut les traduire sous la forme la plus élémentaire qu'on appelle, si vous voulez, une sinusoïde. Le son d'une voix, c'est une vibration. L'odeur, c'est une vibration. Tout ça sont des vibrations, des sinusoïdes. Eh bien, les sinusoïdes féminines sont proches les unes des autres et ne sont pas exactement comme les sinusoïdes masculines. Et donc, si vous voulez, pour le tout petit adopté, pour l'enfant adopté, ce qui va se passer, c'est qu'il va transférer sur la mère adoptante ce qu'il a déjà entendu
chez la mère gestante. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir ce module d'échange qui est fabriqué et qui est habité par l'amour. Et ça va être perçu très vite. Il n'y a pas de différence à poser entre enfants adoptés et enfants naturels. Le seul problème que pose l'enfant adopté, c'est que on a beaucoup dit à tous les parents adoptants qu'il ne faut pas lui cacher sa nature d'enfant adopté. Alors comme ils veulent bien le faire, ils passent leur temps à lui dire qu'il a été adopté. Le malheureux, il en aura le bol. Donc un enfant adopté, on lui dit une fois, même pas deux, une fois, quel que soit son âge. C'est-à-dire si on l'adopte à 6 mois, on le prend dans les bras en lui disant « Mon chéri, je t'ai adopté, on n'a plus besoin de le répéter, c'est fini. » D'accord? Et moins on le répète, mieux ça vaut. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire autour de ces éléments-là. Et puis par rapport à la gestation pour autrui, c'est la même chose? Ah, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Pour la gestation pour autrui, le problème n'est pas la difficulté n'est pas là. La difficulté, elle est que on est dans la marchandisation de l'humain. D'accord? Nous avons des discours énormes pour dire condamner l'esclavage, condamner le colonialisme, condamner... Et là, on va devenir des marchands. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer aussi pour l'enfant? Comment lui raconter ça? Je veux dire, j'ai reçu un jour une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle avait des triplés. Et ces triplés, c'était 2 filles et un garçon qui étaient nés, dont elle a été la mère porteuse, point. C'est-à-dire, les ovules ont été achetés quelque part, le sperme, c'était un sperme d'étranger, le tout a été fait dans un endroit, on les a implantés, ils sont nés. Elle me dit, ces enfants qui ont maintenant 3 ans sont en train de me demander où est papa. Qu'est-ce que je dois leur répondre? C'est pour ça que je vais vous voir. J'ai répondu, écoutez, ne comptez pas sur moi pour vous dire comment leur répondre. La seule chose que je peux faire pour vous, c'est essayer de fouiller avec vous le pourquoi vous en êtes arrivé là. C'est tout. Le reste, bon. Et ces éléments-là vont devenir de plus en plus difficiles. Et si vous voulez, c'est bien là où, en gros, nous sommes en train d'accepter, justement, de sortir de la structure habituelle. Nous sommes dans des sociétés qu'on appellera post-édipiennes, des civilisations post-édipiennes. C'est une sacrée aventure. Mais quand on va regarder ce qu'il en est par rapport à ce qui a fabriqué l'humanité et les civilisations jusqu'à maintenant, on va arriver à quelque chose qui fabriquera des consommateurs et rien que des consommateurs. Or, comme la technologie va exactement dans le même sens, c'est-à-dire que tout cela, avec l'intelligence artificielle, va faire que le décisionnel, il n'y aura pas de nuance, c'est pas où on va. Vous voyez? La chose terrible, c'est que là, encore une fois, compte tenu du fait que nous sommes aussi dans des démocraties dans lesquelles on veille aux droits des minorités, il va falloir satisfaire ces minorités, et en définitive, les idéologies minoritaires vont l'emporter. Et c'est bien la raison pour laquelle je disais que c'était crucial de comprendre l'éducation précoce et d'y revenir, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra résister. Et le marché aidant là-dessus, bon, on va être très vite submergé. Oui? Il y a une question. Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Vous avez dit qu'une mère, quand elle devient mère, a besoin d'avoir sa mère à ses côtés. Quand ce n'est pas le cas, quelles sont les conséquences sur les enfants que la mère n'ait été seule, n'ait pas eu de présence féminine autour d'elle du tout? Alors, une mère a besoin de sa mère à côté pour ce passage de relais, pour qu'elle se sente bien. En gros,
qu'elle puisse accepter sa nouvelle condition de façon plus calme. Si elle n'a pas sa mère à côté, et qu'elle se trouve donc, et qu'elle ne trouve pas de solution, parce que combien de fois il y a la belle-mère qui vient remplacer la mère, et oui, il y a du-mère, du signifiant mère dans l'air. Si elle n'y parvient pas, ce qui va se passer, c'est qu'elle va déprimer. Elle va pas être bien. Et comme elle ne va pas être bien et qu'elle va déprimer, si vous voulez, elle va être moins disponible pour son enfant. Lequel enfant va souffrir de cette absence relative de sa mère. Et ça peut durer plusieurs mois. Et donc ça va obérer le bon développement de l'enfant. Vous voyez, un enfant se développe très 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 bien avec une mère heureuse, de la même manière qu'il grandit très bien et il va devenir un être humain de qualité à partir du moment où il s'aperçoit que ses parents s'aiment. C'est extraordinaire ça, vous voyez, comme des enfants ont des parents qui s'aiment, aucune difficulté, ils font. La vie va être enchanteresse pour eux. Donc si vous voulez, le bébé va être sanctionné par la dépression maternelle. Et quand je vous disais que j'intervenais, il m'est arrivé d'intervenir à plusieurs reprises pour trouver de la possibilité de remplacer la mère pour une jeune mère, ben c'était précisément pour éviter à cet enfant d'avoir à souffrir de cette absence de sa mère. Oui. S'il vous plaît, qu'en est-il pour un enfant qui va être adopté par 2 hommes? Oui. Qu'est-ce qu'il va ressentir? Comment va-t-il se développer? Peut-il? Vous savez, j'ai donné en 1991, je crois, une très très longue interview avec l'hebdomadaire Le Point sur cette question-là. En partant, alors que justement les choses étaient encore à l'état vraiment, il y avait très peu d'histoires comme ça. Et ce que j'ai développé comme argument, c'était que on mettait des enfants dans des conditions qui étaient des conditions expérimentales. C'est-à-dire qu'on expérimentait sur vivant. L'expérimentation sur vivant est interdite. Alors on dit, mais on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça devient. Mais ce ne sera certainement pas très simple. D'une part. D'autre part, le problème qui se pose, c'est le problème de l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle pour un enfant, c'est une chose périlleuse, extrêmement délicate, si vous voulez, qui demande, qui intervient par le système relationnel entre parents et enfants, et l'enfant et ses parents. De 2 choses l'une, où les parents homosexuels souhaitent que l'enfant soit hétérosexuel, et lui qui a été élevé par eux, qui les aime, et qu'ils aiment, va se trouver dans un conflit de loyauté, qui est, mais si je suis hétérosexuel, je ne serai pas comme eux, vis-à-vis de celui que je ne vais pas m'identifier à. Je veux dire que moi, garçon, je m'identifie à mon père, parce que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, j'ai compris que c'était ma voix. Parce que dans mon couple, dans le couple de mes parents, manifestement, ma mère m'encourageait aussi. Mais quand les deux sont de sexe identique, si vous voulez, comment vis-à-vis duquel ils vont s'identifier? Donc, il va y avoir conflit de loyauté si jamais l'orientation sexuelle est hétérosexuelle, même si elle a été souhaitée par les parents. Mais si jamais il n'y a pas ce conflit de loyauté, l'homosexualité va s'imposer à l'enfant. Et si elle s'impose, ça devient du prosélytisme. Vous voyez? Donc on est dans quelque chose qui est véritablement extrêmement délicat. Alors on dit, mais là encore une fois, voilà un couple d'homosexuels qui a envie d'avoir un enfant. Il a envie d'avoir un enfant, cette envie doit être satisfaite. Pourquoi devrait-elle être satisfaite? Pourquoi est-ce qu'elle devrait être satisfaite?
À ce moment-là, si vous voulez, c'est véritablement réduire l'enfant à une marchandise. J'ai envie d'avoir un enfant comme j'ai envie d'avoir un bateau. Je peux ouvrir un bateau. Alors je peux ouvrir un enfant. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien ça la question. Qu'est-ce que ça va devenir à long terme? Qu'est-ce que ça va devenir quand cet enfant va devenir adulte? De quelle façon les choses vont se passer? Vous voyez, toutes ces questions extrêmement compliquées n'ont jamais été abordées à fond. Alors, bon, effectivement, dans la mesure, si vous voulez, où nous sommes dans une société qui dit c'est mon choix, je suis un individu, j'ai le droit d'être satisfait dans toutes mes exigences, bon, c'est un peu peine perdue, enfin, je veux dire, c'est une cause perdue. Je veux dire que les discours que, pour ma part, je tiens, même en démontant tout ce système éducationnel et en lui conférant une véritable base scientifique, et ça n'est pas l'idéologie, eh bien, moi, pour ma part, je dis je ne convainc que les convaincus. La cause est, pour ma part, enfin, je considère que la cause est perdue. Je veux dire, dans 3 générations. Voilà. Non, pour prolonger cette question, pour revenir à ce que tu as dit sur le rôle fondamental de la mère dans l'éducation précoce des enfants, dans le cas d'un couple de 2 hommes, par exemple, comment se pose le problème? Est-ce qu'il doit y avoir une mère parmi eux qui peut jouer ce rôle? Mais il y a toutes sortes de figures. Il y a des figures dans lesquelles l'un considère qu'il est le père et l'autre considère la mère, si vous voulez. Et puis il y a des figures dans lesquelles il y a il y a un père et puis un co-père. C'est-à-dire qu'on est père principal et père secondaire. Personne ne joue le rôle de mère que tu as décrit. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas à l'intérieur de la tête de l'enfant le module qui a été mis en place par la gestation. Donc il y a un plaquage là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que auparavant, il y avait, quand j'étais intervenu là-dessus, c'était pour dire qu'il ne fallait pas autoriser les adoptions des enfants par les couples homosexuels. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin d'adopter. Aujourd'hui, ils font des montages biologiques dans lesquels, ou bien l'un donne un sperme, ou bien ils mélangent les 2 spermes ensemble, et puis on va trouver une donneuse d'ovules, on trouve une insémination artificielle, une mère porteuse, laquelle mère va, et l'enfant va être effectivement de l'un des 2, au sens authentique du terme, sur le plan génétique. Et ce ne sera plus l'adoption. Et ça, c'est une industrie qui se développe considérablement. Il y a en Inde une clinique qui est entièrement consacrée à cela, parce que c'est beaucoup moins cher, et les ovules sont achetés en général aux États-Unis. Mais il n'y a pas ce que j'ai raconté tout à l'heure ne peut intervenir que dans la mesure où il y a un traçage de la mère à l'intérieur du cerveau sensoriel du tout petit. Et là, on est là-bas. Et c'est bien là, c'est bien ce qui fait difficulté. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va devenir? On est là en train de bricoler. Mais un bricolage dont on ne sait pas quels seront les résultats. Oui, une autre question. Vous avez dit tout à l'heure déjà, et moi je suis enseignante et je le constate parmi nos élèves, les familles monoparentales sont de plus en plus importantes. La plupart de nos élèves sont aujourd'hui, dans certains quartiers, dans des familles monoparentales. Et ça veut dire qu'ils sont élevés par leur mère, le père étant complètement absent. Nous avons de plus en plus, moi je dirais jusqu'à presque 80% d'élèves qui sont élevés par leur mère, qui ont comme référent que leur mère. Et là, comment on peut parler de l'identification sexuelle pour des enfants qui sont seulement et uniquement face à une mère? Et très isolés, ce n'est pas des grandes familles où il y a des oncles ou des cousins ou des référents masculins qui pourraient remplacer un représentant masculin. Oui. Mais moi je dis qu'il ne faut pas insulter l'avenir de ce côté-là pour une raison simple.
c'est que d'abord, j'en ai eu beaucoup dans ma clientèle, et j'en ai eu beaucoup et longtemps. Dans la mesure où j'ai exercé 40 ans, j'ai vu les générations se succéder. Le fait d'être un enfant d'une mère seule, d'une mère célibataire, ne condamne pas cet enfant à quelque chose d'horrible. Il peut très bien évoluer parfaitement sans aucun espèce de problème. Le seul élément que j'ai relevé pour ma part dans cette vie-là, c'est au moment du passage générationnel. C'est-à-dire que une fille élevée par sa mère seule a de très fortes chances statistiques de ne pas supporter le géniteur de l'enfant qu'elle portera. Et un garçon élevé par sa mère seul aura énormément de difficultés à rester en couple avec la femme avec laquelle il a fait un enfant. Ça, je l'ai vérifié régulièrement dans ma clientèle. Enfin, je veux dire que le couple stable d'enfants élevés par une mère seule faisait exception. Voilà, c'est ça que j'ai... Mais quand vous parlez de mère seule, c'est beaucoup plus facile, enfin en tout cas, c'est beaucoup moins compromis que père seul. D'ailleurs, ça n'existe pas, père seul. Il y a des hommes qui adoptent des enfants, mais le système, ça n'est pas une naissance naturelle. Et cette adoption-là va fonctionner sur le fond de l'adoption elle-même. C'est-à-dire que l'enfant sait très bien que, de toutes les manières, ce père-là ne se prend pas pour la mère. Il fait ce qu'il peut, il va s'aider comme il peut, mais il ne va pas être du côté, si vous voulez, c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent par rapport à la procréation chez les couples de femmes homosexuelles. Ça n'est pas la même chose qu'elle se fasse faire un enfant par insémination artificielle ou qu'elle se fasse faire un enfant par une voie naturelle, de manière naturelle. Il y a toujours du deux. Ça existe des femmes qui décident qu'elles vont coucher avec des hommes jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit enceinte, et puis après elles arrêteront. Elles élèveront les enfants seuls. J'avais eu un jour, à la fin d'une conférence, une dame qui est venue me voir en me disant qu'elle avait été impressionnée par tout ce que j'avais dit, et elle me raconte qu'elle vit en couple avec une autre femme et que chacune des deux a fait un enfant avec un homme, et puis qu'elles élèvent toutes les deux ces enfants qui ont entre 2 et 3 ans, je ne sais plus l'âge. C'est 2 garçons. Elle me dit, est-ce que vous pouvez nous donner un conseil pour faire en sorte que ça aille le mieux possible pour eux? Et je lui dis, oui, moi je peux. Vous avez une grande chambre à coucher? Elle me dit, ah oui, très très grande. Je dis, est-ce qu'il y a de la place pour mettre 2 lits? Elle me dit, oui, tout à fait. Je dis, ben écoutez, mettez 2 grands lits et dormez chacune dans un lit là, en laissant une place vide. Alors elle me dit, ah bon, c'est pour permettre aux petits garçons de venir nous rejoindre le matin? Je dis, non, pas du tout. C'est pour lui permettre de voir qu'il y a un absent. Symboliquement parlant, c'est important. Alors elle réagit, elle me dit, mais vous voulez dire que mon ami et moi, on n'a pas le droit de se faire des câlins devant nos enfants? Je dis, des câlins, oui, faites les câlins que vous voulez, mais enfin, au lit, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas là, qu'il ne vous voit pas ensemble au lit. Ah, bien, bah, si on n'a plus le droit de ça, non, merci. J'ai essayé d'apporter symboliquement, si vous voulez, qu'il y avait un absent. Et cet absent, ben, symboliquement, il y a eu quelque chose. Vous voyez, puisque de toutes les façons, elles ont fait ça avec des hommes, autant carrément le dire. C'est pas la même chose que de dire, bon, ben, je t'ai voulu, je suis allé à une banque, on m'a donné... voilà. Je regarde s'il a encore beaucoup de questions. Oui. Oui, allez-y. Elisabeth Badinter a développé sa pensée
comme quoi il n'y a pas d'instinct maternel. J'aimerais savoir quelle est votre position à ce sujet. Ah, mais je ne parle pas d'instinct, moi. Je ne parle pas d'instinct. Si vous voulez, l'instinct est quelque chose qui est utilisé en biologie, en zoologie, pour dire des choses de cet ordre. Là, nous sommes dans des processus langagiers. Vous voyez? C'est-à-dire que nous sommes tous soumis à ce qu'il en est qui nous fabrique et qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire le langage. Je ne parle pas d'instinct. L'instinct, si vous voulez, c'est hors langage. C'est quelque chose qui met en place des éléments du corps sans conscience et sans possibilité de développement de parole. Alors que là, nous sommes, au contraire, entièrement dans la parole. Quand je vous disais tout à l'heure, quand je parlais de ce fantasme d'éternité de la mère, c'est une pensée chez elle. Vraiment, ça se met en mots dans sa tête. Et elle le sait. Et quand je vous racontais l'histoire de ce patron qui disait un bébé, un nouveau-né, ça a comme capacité de rendre sa mère folle, oui, elle dit tout de suite, il me reconnaît. On est dans le langage, on est dans l'expression de l'être. Bonjour. Quid du désamour d'une mère pour son enfant? Une mère qui a un enfant et qui finalement, par exemple, voulait un garçon, une fille, ou l'inverse. J'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que cela va engendrer une mère qui n'aime pas son enfant pour la construction de l'enfant? Ah. Ça va engendrer beaucoup de choses, beaucoup de difficultés pour l'enfant. Énormément. Surtout que, généralement, d'ailleurs, elle ne se gêne pas pour le lui dire. Alors, le démenti, si vous voulez, c'est que elle peut se défendre en disant qu'elle ne l'aime pas. Il a bien fallu qu'elle l'aime un temps soit peu pour qu'il vienne au monde. Parce que si véritablement elle n'en veut pas, la grossesse ne se poursuivra pas. Ou l'enfant sera mort-né. Vous voyez? Alors, elle peut très bien, ensuite, tout en disant qu'elle ne l'aime pas, elle peut tout à fait articuler, ou en tout cas continuer de dire le pourquoi. Mais déjà, d'avoir à dire le pourquoi, finit toujours par faire avancer les choses. Mais vous savez, Hervé Bazin a écrit Du Père au Point, qui est un livre extraordinaire, dans lequel véritablement la folle coche, c'était une horreur. On ne peut pas dire qu'elle n'aimait pas ses enfants. Elle les aimait de façon tordue. Parce qu'elle était capricieuse, elle était tout ce qu'on veut, etc., etc. Mais elle tenait impérativement, elle avait une poigne de fer, elle les punissait, elle les tours de bras. Vous savez, les gamins, là, chez Hervé Bazin, ne souhaitaient que sa mort, souhaitaient sa disparition. Vous avez la même chose, un récit comme ça dans Poil de carotte. Où Poil de carotte est précisément détesté par sa mère. Mais encore une fois, pourquoi est-ce qu'il est détesté? Pourquoi est-ce qu'il y a cette haine? Moi, j'avais vu un jour ma collègue, on était deux, on travaillait à deux, et ma collègue m'envoie une de ses patientes qui a 2 garçons et qui est enceinte, et elle vient d'apprendre que c'est une fille. Et elle dit à ma collègue, je ne veux pas d'une fille, je ne veux pas d'une fille, je vais l'avorter. C'est l'horreur pour moi. Donc ma collègue, on était 2 pédiatres, ma collègue sachant que j'étais passé par la psychanalyse, elle dit allez voir. Donc
j'ai écouté, j'ai entendu cette femme. J'ai commencé par lui dire, si tant est qu'éventuellement votre corps ait fabriqué une fille, c'est que vous étiez prête à avoir cette fille. Maintenant, votre déception vient d'ailleurs. Donc essayons de comprendre ensemble ce qui s'est passé pour vous, pour que vous refusiez d'être une mère de fille. Or, comme vous êtes une fille, ça doit certainement avoir à faire avec le fait d'être la fille de votre mère. Et donc, elle se met à me parler de sa mère. Vous savez que quand on écoute les gens, quand on est en position de thérapeute, on écoute avec une oreille un peu distraite. On n'attache pas d'importance aux mots, ni à ce qui se dit. On attend que quelque chose sorte. Mais quand ça sort au milieu d'un discours de façon étonnante. Parce que, bon, elle va me parler de sa mère, elle va raconter une quantité d'histoires qui n'ont aucune espèce d'intérêt. Et à un moment, elle me dit, à un moment, j'entends qu'elle me dit que les choses les plus pénibles pour elle, c'était quand elle prenait son petit déjeuner avant d'aller à l'école, qu'elle commençait faisait son petit déjeuner seule, elle était dans les grandes classes de l'école primaire, et elle me dit, ce qui était terrible, c'est qu'il arrivait que ma mère vienne dans la cuisine où je faisais mon petit déjeuner, et qu'elle me dise, en chemise de nuit, elle me dit, excuse-moi ma chérie si je sens mauvais, mais cette nuit ton père a voulu faire l'amour et il avait un sexe qui pue. Elle avait des raisons d'avoir peur d'être la mère d'une fille comme sa mère avait fait pour elle à ce moment-là. D'accord? Ça s'est résolu d'ailleurs, très très vite. Hein, je veux dire que... Moi j'ai pas pris de gants, j'ai commencé à lui dire que sa mère était une salope, qu'elle était plus comme le père de balai, etc. Elle hurlait. Oh, le fait même que j'ai pris parti comme ça de façon aussi véhémente ou autre, l'a soulagée, au sens où véritablement, elle a eu le sentiment qu'elle n'était pas la seule à mal juger l'action de la mère, quelqu'un d'autre lui disait. Et donc, bon, elle a accouché de sa fille, elle m'a envoyé une très belle photo de cette petite fille. Vous voyez comment ça s'éclaire? Il y a toujours des raisons extrêmement profondes, mais donc on ne sait pas où les trouver. Quand tout à l'heure je vous disais nous sommes menés par l'inconscient, et je ne dis pas ça pour dire, c'est simplement pour dire, vous savez, nous faisons ce que nous pouvons, mais ça vient d'ailleurs. Donc quelquefois on n'a pas non plus à juger. Je veux dire qu'une mère qui déteste son enfant, bon, on ne va pas dire c'est une salope. Moi je l'ai dit pour celle-là, je dis de la mère de celle-là, je l'ai dit, simplement pour la dégager de son traumatisme. Vous voyez? Mais nous ne sommes que des pantins dont les ficelles sont tirées par nos histoires. Vous voyez? Et nos histoires transitent par l'inconscient. Et tout ça, c'est parce que justement, nous sommes des êtres de langage. Je me suis toujours interrogé sur l'expérience malheureuse d'une collègue c'était un couple tout à fait ordinaire, qui avait déjà un enfant. Quand la maman a été enceinte et qu'on lui a annoncé qu'elle attendait des jumeaux, elle a dit l'autre je ne le veux pas. Elle avait certainement des raisons de dire ça. Mais l'un de ces jumeaux, ce sont maintenant des adultes, s'est reconnu dans l'autre. Et son existence et l'existence du couple a été effectivement très difficile à cause de ça. Comment se fait-il qu'un des deux a pu comprendre ou croire comprendre que c'était lui l'autre? Dans quelques circonstances que ce soit, un enfant est toujours singulier. Moi, j'ai par exemple 3 enfants. Je dis, je n'ai pas 3 enfants. J'ai 3 fois un enfant unique. Et j'en aurais 5, je dirais la même chose. En quoi est-il singulier?
ce qu'il vient au monde, et dès qu'il vient au monde, il va prendre place dans un déroulé d'histoire qu'il n'a pas choisi. Cette histoire va lui échoir. Il ne l'a pas choisi, mais il est contraint de la proroger. Donc, si vous voulez, même quand on a des jumeaux, les jumeaux, chacun des jumeaux va occuper une place dans l'histoire de la mère d'abord, et surtout de la mère, va occuper une place que n'occupera pas l'autre, qui occupera une autre place. D'accord? Et les réactions ne seront pas les mêmes en fonction des places qui ont été attribuées. Donc vous pouvez avoir une différence très très grande. Et le meilleur moyen de vous convaincre du fait que chacun a une place singulière dans une histoire, c'est de vous expliquer, de vous faire remarquer que chacun a un prénom. Et que le prénom, ça n'est pas rien. Un prénom, c'est véritablement un condensé. D'accord? Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Vous savez, chez les Inuits, quand un couple conçoit, l'enfant qui va naître va recevoir un prénom choisi dans les prénoms de l'ascendance, et les Inuits, qui sont une civilisation orale, sans écriture, ont le souvenir de leurs ascendants jusqu'à la 50e génération auparavant. Donc on va dire, l'enfant qui va venir va s'appeler comme ça. On va désigner un ancêtre. L'ancêtre en question étant un homme, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si c'est une fille qui vient? Ou le contraire. L'ancêtre étant une femme, qu'est-ce qui se passe si c'est un garçon qui vient? Eh bien, les Inuits ont trouvé une solution extrêmement intéressante. C'est que l'enfant qui vient, en imaginant que ce soit par exemple une fille qui vient au monde alors qu'elle est nommée comme un ascendant masculin, va être élevé comme un garçon. Et le garçon va être élevé comme une fille, par exemple, si précisément il est garçon et qu'il a le nom d'une ancêtre. Et cela, ils vont les élever ainsi jusqu'à la puberté. Et à la puberté, ils vont rejoindre l'élevage de leur genre. Et la chose très intéressante, c'est que ces individus qui sont élevés comme ça vont devenir toujours des chamans. Et vont se marier entre eux. Ça, c'est extraordinaire. Alors, quel est l'intérêt d'une histoire comme celle-là? C'est précisément de montrer jusqu'à quel point la plasticité de l'individu est telle que dès lors que les choses sont mises en mots et qu'elles transitent par du langage, tout est toujours facilement rattrapable. Parce que comment est-ce qu'un garçon de 14 ans élevé jusque-là comme une fille va-t-il occuper sa position de garçon ensuite? Comment ça se fait? Comment ça va se passer? La même chose pour une fille. Et le fait même qu'il soit chaman, c'est quand même pas rien, parce que les chamans, ce sont des individus qui ont comme particularité de pouvoir s'identifier totalement à leur interlocuteur au point de sentir ce qu'il ressent. Vous voyez? C'est exactement comme si, ayant participé, en quelque sorte, ayant fait l'expérience de ce que c'est que l'autre sexe, dans la façon dont il est traité par le langage, ils deviennent formidablement perméables à tout ce qui vient du côté du langage par les autres individus. Vous voyez? Donc c'est comme ça que j'essaie de répondre à votre question. Excusez-moi. Bonsoir. J'ai été marié, j'ai eu un enfant, cet enfant est mort, un garçon. Je me suis remarié plus tard. J'ai eu un garçon comme premier enfant, une femme 17 ans. Et j'ai retrouvé tous les schémas
je retrouvais tous les schémas par rapport le rapport de garçon et tout ça. Et c'est par rapport à votre schéma de triangle, le père, la mère, la fille. Et puis, on a eu une fille. Alors là c'est... Le schéma de la famille, pour moi, était complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait le père, la mère, et puis les enfants qui communiquaient entre eux, c'était plus l'enfant. C'est-à-dire ils se défendaient de nous, entre eux, il y avait une autre communication. C'est la même chose, 2 enfants ou un enfant, pour vous? C'est la même chose quoi? Non. 2 enfants ou un enfant dans le schéma? Ah non, le schéma compte pour un enfant. Mais si vous avez 2 enfants, ce sera le même schéma pour un autre enfant. Mais les enfants ensuite communiqueront entre eux. Le schéma est toujours le même par rapport à un enfant donné. Mais c'est pas l'unité enfant. C'est n'importe quel. Si j'ai 6 enfants, ce sera 6 fois ce schéma. Par contre, leur position vis-à-vis des parents n'est plus la même. Enfin bon, on parle d'autre chose peut-être. Non. Je reviens au schéma. Voilà. Ce schéma-là, si vous voulez, ça peut être pour un garçon, ça peut être pour une fille, ça peut être pour 5 enfants successifs. Il sera toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours l'accès du père à l'enfant au niveau du message passera par la mère. Et la désignation du père pour l'enfant passera toujours par la mère. La mère reste ce personnage central. Vous voyez? Alors, évidemment, vous me dites, pour ce qui était du garçon, vous étiez habitué, vous saviez comment c'était. Mais vous vivez votre position de père sur cette ligne-là, c'est-à-dire sur la ligne en pointillé. Vous connaissiez ça avec votre garçon précédent, vous avez retrouvé avec le garçon suivant. Puis vous avez une fille, d'accord? Et cette fille-là, vous montre autre chose. Ben, c'est simple. Quand vous êtes avec un garçon, que ce soit le premier ou le deuxième, ou même le 5e, ce sera toujours quelque chose dans lequel vous reconnaîtrez quelque chose de vous. D'accord? Quand vous allez avoir une fille, vous n'allez pas reconnaître quelque chose de vous, mais vous allez reconnaître quelque chose de votre mère. Vous voyez? Et la relation d'un père à sa fille est toujours fondée sur la relation qu'il avait avec sa mère. C'est pour ça que c'est totalement différent dans les perceptions que vous en avez. Peut-être qu'on va fermer le cabinet de psychanalyse momentanément. Pour revenir à l'image, fantasme d'éternité. Comme tu l'as dit, ce qui caractérise l'espèce humaine civilisée, c'est le langage, c'est aussi la conscience de la vie et de la mort, et donc la possibilité du fantasme d'éternité. Oui. Et de relier le fantasme d'éternité à l'amour. Oui. Et donc ce sont 2 choses qui sont caractéristiques de notre espèce humaine. Absolument. Oui. Absolument. Et qui ne peuvent pas se retrouver non. ailleurs. Non, parce que justement, ce fantasme d'éternité nécessite du langage articulé. Oui, oui. Voilà. Et on n'a pas dans les autres espèces. La conscience. Oui, la conscience, oui. Voilà. C'est ça. Et donc l'amour aussi. Voilà, c'est le même ordre. Moi, j'aime beaucoup cette idée que l'amour est justement le relais de ce fantasme d'éternité. Oui. D'accord? Parce que d'ailleurs, la poésie le dit. Et la conséquence de la civilisation. Quoi. Oui. Bon, écoutez, on va remercier, on va applaudir.